un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Mardi 23 juillet 2019, bienvenue amis fidèles de la RPA à ce magazine Humura Burundi, dont voici les principales articulations. La famille d'Isaïe Batomonwa craint pour la sécurité du leur enlevé par des inconnus ce lundi, malgré que l'administration les a tranquillisés ce mardi en leur avouant que Isaïe était entre les mains de la police. Sa famille exige d'être informée sur son lieu de détention. La France vient de démontrer qu'elle n'est pas préoccupée par une solution négociée à la crise burundaise. C'est du moins la réaction de certains politiques burundais au lendemain de la reprise de la coopération bilatérale entre la France et le Burundi. Dans ce magazine, nous vous parlerons également du virus d'Ebola où l'EAC appelle ses pays membres à plus de vigilance par rapport à cette épidémie qui se manifeste d'ores et déjà dans ses murs. Voilà pour le sommaire. Josiane Mouzanedza est à la présentation de ce magazine que vous pouvez également retrouver sur notre site web le www.rpa.bi ou sur nos différents comptes à savoir Twitter, SoundCloud et YouTube, où vous pouvez tout simplement demander à recevoir les informations de la RPA en nous envoyant un message WhatsApp au plus 49 151 249 16 348 dans quelques poussières de secondes au développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Débutons ce magazine par cette page sécuritaire où les déplacés du site Mubanga de la commune Ruhororo sont inquiets pour leur sécurité et pour cause. Les imboniracoulés de cette localité les malmènent et pillent tout sur leur passage. Côté administration, ils semblent prendre à la légère ces menaces. Plus de détails avec Hervé Néohir. Les déplacés du site Mubanga, situé en commune Ruhororo, disent craindre pour leur sécurité suite aux persécutions dont ils font l'objet de la part des immonarcoulés de la place. Les plus chanceux se voient depuis de leurs biens, comme en témoigne un des déplacés. On est terrifiés. Les immonarcoulés s'en prennent à nos membres lorsqu'ils reviennent de champs ou d'un quelconque événement. Ce samedi, par exemple, 5 femmes ont passé à tabac par des immonarcoulés qui les ont dépouillés de tous leurs habits. Conscients que leur vie était en danger, les déplacés en ont touché un mot à leur chef de zone qui, au lieu de les tranquilliser, les a plutôt évidemment reçus. Nous avons porté plainte auprès du chef de zone Mubanga, mais il n'a fait que se moquer de nous. Il nous a conseillé de retourner sur nos collines d'origine pour avoir la paix. Nous demandons à l'administrateur et aux forces de l'ordre d'assurer notre sécurité comme ils le font pour les autres citoyens. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Gaspard Naruiwe, chef de zone Mubanga, ainsi que Mamère Tebirukundi, administrateur de la commune Ruhororo, sans succès. Hervé Niohide, en page droits de l'homme, l'on parle d'un sit-in ce mardi devant les bureaux de la commune Mugina. Nous sommes en province Chibitoki. Les manifestants étaient constitués de membres de la famille d'Isaïe Batomonwa qui venaient réclamer le leur enlevé ce lundi, un citoyen que l'administration a finalement reconnu détenir pour des raisons d'enquête. Plus de détails avec Marie-Ange Ilakodze. Après la disparition d'Isaïe Batomonwa, surnommé Kirandaranda, le lundi 22 juillet, ce mardi, sa famille s'est confiée à l'administration communale de Mugina. Sa famille s'est rendue au bureau de l'administrateur de la commune Mugina pour s'enquérir des nouvelles du sien. L'administrateur les a répondu que cet homme collabore avec les radios privées qui opèrent en dehors du pays et que les enquêtes sont en cours. À l'administrateur d'ajouter que s'il adviendra qu'il soit innocent, il sera libéré. Étaient présents ses enfants, sa femme et ses frères.
Cependant, la famille est repartie sans savoir où était incarcéré Esaïe Batoumounoua. L'administrateur ne nous a pas indiqué le lieu de sa détention, même s'il affirme qu'il est dans les mains de la documentation. Vers midi, nous sommes rentrés car nous étions fatigués. L'administration ne nous a pas précisé le lieu de sa détention. En un mot, on n'a aucune information. La RPA a contacté Jovit Bayavougué, administrateur de la commune Mugina, mais il n'a pas décroché son téléphone. Merci à toi Marie-Ange Ilakoudze. Un chauffeur de taxi-voiture de la commune Gihanga en province Bubanza est détenu au cachot de la police depuis vendredi dernier. Comme chef d'accusation, il assurerait le déplacement des 2 jeunes hommes dernièrement exécutés par le commissaire de police en province Bubanza. Sous le choc de torture, la victime n'est autorisée à aucune visite. Le détail avec Rachel Kagissi. Melance Ndouimana est détenu au cachot de la brigade de police à Gihanga depuis vendredi dernier. Il est conducteur d'un taxi-voiture et effectue le trajet Gihanga-Bujumbura. Notre source au chef-lieu de la commune Gihanga fait savoir que Melance Ndouimana a été arrêté vendredi dernier par le chargé de la logistique à la brigade de la police à Gihanga. C'est lui qu'appelle Dokor dans le jargon militaire. La victime a été arrêtée sur la route Gihanga-Bujumbura alors qu'il vaquait à ses activités quotidiennes, indique notre source. Il travaille comme chauffeur. Alors qu'il se dirigeait vers Bujumbura, il a été arrêté par le chargé de la logistique à la brigade de Gihanga. Ce dernier l'a immédiatement conduit au cachot de la même brigade. Depuis vendredi de la semaine dernière, aucune personne n'est autorisée de lui rendre visite. Des sources dignes de foi précisent que Melance Ndouimana a été sauvagement torturé et le docteur de la brigade, prénommé Benjamin, est pointé du doigt dans cet acte de torture. Il avait les bras et les jambes ligotés, une corde les reliait au niveau du dos. Le taximène Melance Ndouimana serait accusé de déplacer les 2 hommes récemment exécutés sommairement par le commissaire provincial de la police à Bubanza au PC1, Prosper Manirama. Pour la énième fois, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, mais il n'a pas décroché son téléphone. Droits de l'homme, c'est aussi la disparition d'un membre du parti CNDD-FDD en province Gihanga depuis bientôt 2 semaines. Il s'agit d'un Imbonela-Koulé qui avait été arrêté par la police en compagnie de 2 autres personnes. Ils étaient accusés de manigancer des soulèvements contre une éventuelle candidature de Pierre Nkurunziza pour les élections de 2020. La famille de la victime craint qu'elle ne soit déjà exécutée par ses ravisseurs. Le point avec Innocent Valentin, Singirangab. Ce membre du parti CNDD-FDD qui est porté disparu en province Gitega est un commerçant qui répond au nom de Jean-Marie Harelimana. Selon notre source à Gitega, Jean-Marie Harelimana et 2 autres personnes avaient été arrêtés en date du 4 juillet par la police et de groupement mobile d'intervention rapide GEMIR, accusés de manigancer un soulèvement contre le 4e mandat de Pierre Nkurunziza. Selon la même source, toutes les 3 personnes ont été incarcérées dans les cachots du commissariat de police à Gitega. Mais peu après, de la chance à Harelimana, commissaire provincial de police, a ordonné le transfert de Jean-Marie Harelimana vers Bujumbura et ces 2 co-détenus ont été libérés. Depuis le 12 juillet dernier, la famille de Jean-Marie Harelimana a sillonné toutes les maisons de détention de la capitale, mais sans succès. Il a été transféré à Bujumbura au bureau spécial de recherche. Pourtant, la famille s'est rendue au BCR, mais elle n'a eu aucune nouvelle de lui. Nous avons même bénéficié de l'intervention des autres membres de la famille, mais Jean-Marie Harelimana a été introuvable dans tous les cachots. La famille de Jean-Marie Harelimana craint le pire pour le sien et demande aux autorités policières de lui faire de la lumière sur ses traces. À ce propos, nous avons essayé de joindre Pierre Mourikié, porte-parole de la police, mais personne n'a décroché son téléphone. Parlons à présent justice sous la cour d'appel de Nahangwa.
dans la municipalité de Bujumbura a confirmé depuis le 17 juillet la condamnation à 32 ans de prison ferme de Germain Rukuki, un défenseur des droits de l'homme qui prestait pour la CAT Burundi. Les associations des défenseurs des droits de l'homme indiquent que cette décision prouve à suffisance que le gouvernement de Bujumbura a une haine contre les associations de la société civile. Suivez à ce propos Maître Jean-Claude Niburumunsi, il est chargé du département juridique au sein d'ACAT Burundi. C'est avec une très grande désolation que nous avons appris l'arrêt de la Cour d'appel de Nahangwa qui a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nahangwa d'une condamnation de 32 ans de prison ferme à Germain Rukuki. C'est un arrêt qui témoigne l'orgueil et la rancune que le pouvoir en place a vis-à-vis de la société civile indépendante au Burundi. C'est un arrêt qui n'a pas de fondement juridique car il y a absence d'éléments constitutifs de l'infraction et surtout d'éléments matériels. Nous vous rappelons que Germain Rukuki a été condamné de 30 ans pour participation au changement de régime constitutionnel par un putsch manqué du 13 mai 2015 et 2 ans pour rébellion pour avoir continué de travailler avec CAT Burundi. Et au moment de son arrestation, il était accusé de rébellion, une charge qui n'a pas satisfait les commanditaires du procès, car punissable d'une peine soi-disant légère. Il a fallu alourdir les charges en fabriquant des infractions relatives au putsch manqué du 13 mai 2015 pour avoir une lourde condamnation. Et toutefois, cette décision de la Cour d'appel ne va en aucun cas décourager les défenseurs des droits de l'homme, précise toujours Maître Jean-Claude Niburumunsi. 32 ans, c'est vraiment une lourde condamnation. Mais celui qui a opté pour la défense des violations des droits de l'homme, il sait qu'il peut être victime aussi de cette injustice. Cette condamnation ne peut pas décourager les défenseurs des droits de l'homme. Je sais que cette condamnation ne décourage, même si c'est très sévère, ça ne décourage même pas Germain Rukuki. Il sait à quoi il s'est engagé. Mais nous demandons aux juges de se ressaisir et appliquer uniquement la loi conformément à leur serment. Sinon, c'est leur nom qui est entaché dans le présent et dans le futur. Maître Jean-Claude Niburumunsi est chargé du département juridique au sein d'ACAT Burundi. Pour rappel, Germain Rukuki a été arrêté le 13 juillet 2017. Justice toujours. Reporters sans frontières demande aux autorités burundaises de procéder à une analyse ADN des 2 corps retrouvés dans la rivière Mubaradi, peu après la disparition du journaliste d'Iwachu, Jean Bigirimana. Arnaud Frogère, responsable du bureau Afrique au sein de RSF, déplore également qu'aucune enquête sérieuse n'a été menée depuis 3 ans, alors qu'il y avait plusieurs pistes à exploiter. Suivi. Une enquête est censée avoir été ouverte, mais elle a été complètement bâclée. La femme de Jean Bigirimana qui a reçu des menaces de mort suite à la disparition de son mari parce qu'elle lançait des cris d'alarme pour qu'on puisse le retrouver. Ça n'a bénéficié d'aucune mesure de protection. Son mari est porté disparu depuis 3 ans maintenant. Aucune enquête sérieuse n'a été menée et la principale piste qui avait conduit les enquêteurs sur la trace de 2 corps retrouvés grâce aux collègues et aux confrères de Jean Bigirimana, eh bien cette piste n'a pas été complètement exploitée puisqu'aucune identification formelle, aucune identification scientifique n'a été menée sur ces corps qui ont été retrouvés à proximité de l'endroit où avait disparu Jean Bigirimana. Donc nous demandons à ce que des tests ADN et une identification formelle et scientifique soient effectués sur ces 2 corps afin de savoir si l'un d'entre eux est celui de Jean Bigirimana ou non. Arnaud Frogère indique également qu'il est difficile, voire impossible, d'organiser et de tenir des élections libres dans un pays où le paysage médiatique ne cesse d'être considérablement verrouillé par le gouvernement. La liberté de la presse au Burundi se meurt, en quelque sorte. Le Burundi occupe aujourd'hui la 159e place sur 180 pays classés par RSF en matière de liberté de la presse. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les choses ne vont pas du tout en s'améliorant, bien au contraire. Après la fermeture de nombreux médias, de nombreuses radios en 2015, suite à la crise, après le départ en exil de dizaines de journalistes, il y a aujourd'hui un resserrement continu et un verrouillage continu du paysage médiatique au Burundi.
Burundi. Les médias internationaux sont à leur tour visés. Tous les médias qui tentent de produire de l'information de manière indépendante sont dans le collimateur des autorités. C'est évidemment très inquiétant dans un contexte pré-présidentiel puisque l'élection présidentielle est prévue l'année prochaine au Burundi. Comment imaginer qu'un scrutin électoral aussi important qu'une élection présidentielle puisse bien se dérouler l'année prochaine si aucun média indépendant, si aucune voix critique n'est autorisée à s'exprimer. Et sans débat public contradictoire, sans possibilité pour l'ensemble des Burundais de pouvoir trouver des relais d'opinion, d'exprimer leurs idées, d'avoir des rapports sur la gouvernance, eh bien, il n'y aura pas d'élection présidentielle crédible et transparente au Burundi. Et avant de faire une pause, parlons de la corruption qui est un des fléaux qui handicape l'appareil judiciaire burundais. Loin d'être indépendante, la justice burundaise favorise l'impunité et les justiciables en sont victimes. Vicky Christine Heletse nous brosse le tableau de la situation de la corruption dans le milieu judiciaire au Burundi. Selon certains activistes de droits de l'homme contactés par la RPA, la corruption dans le système judiciaire est un fléau manifeste au Burundi. Ils indiquent qu'au Burundi, la corruption au sein de l'appareil judiciaire s'observe en deux catégories, que sont l'ingérence politique du pouvoir exécutif dans les procédures judiciaires et la pratique des pots de vin. Ces activistes burundais indiquent aussi que la corruption au Burundi est devenue un mode de gouvernance. Elle est pratiquée de la base au plus haut sommet de l'État. Les justiciables sont dans la cadence d'acheter leurs droits. Ainsi donc certains proposent des pots de vin aux magistrats afin qu'ils aient gain de cause. La corruption handicape le développement économique. Elle fait chuter le respect des droits de l'homme et entraîne le manque de confiance envers les institutions étatiques. Selon toujours ces activistes, la corruption handicape le développement économique. Elle fait chuter le respect des droits de l'homme et entraîne le manque de confiance envers les institutions étatiques. Elle prive les victimes et les accusés du droit le plus élémentaire, celui de bénéficier d'un procès impartial. Parfois la corruption nie carrément l'accès au procès. Ces activistes font également savoir que quand les systèmes de justice sont corrompus, il y a une perte énorme. En particulier, les plus pauvres se voient contraints de payer de pots de vin alors qu'ils ont à peine les moyens de survivre. L'Observatoire de lutte contre la malversation économique indique que le Burundi n'est pas une île isolée qui doit tout faire en prenant des mesures qui s'imposent pour éradiquer cette pratique dans son système judiciaire. Humura Burundi. Parlons à présent coopération où la France offre de nouveau un appui direct au gouvernement du Burundi, malgré que le pays soit toujours sous sanction de l'Union européenne. L'ambassadeur de la France au Burundi a récemment précisé que le nouvel appui concerne le domaine de la défense et celui de l'éducation. La reprise de la coopération bilatérale a été initiée par la République française. Émile Nimassoumba. La France a tendu la main aux autorités burundaises. D'abord la main tendue de la France, ensuite le déplacement du ministre burundais des Affaires étrangères. Et la visite du ministre des Affaires étrangères Ezekiel Nibigira à Paris fin octobre 2018 a débouché sur la reprise progressive d'une coopération dans le domaine de la défense et une accélération très forte du soutien français au secteur de l'éducation à travers le programme Twige-Neza, Soyons bien éduqués, mis en œuvre par l'Agence française de développement. L'appui français dans le secteur de l'éducation dépasse 50 millions de dollars, selon l'ambassadeur de la France au Burundi dans son discours lors de la fête nationale française célébrée le 11 juillet dernier à Bujumbura. Dans le domaine de la défense, la RFI précise que la France assiste le gouvernement, notamment au niveau de la formation d'officiers burundais en France et dans les écoles à vocation régionale au Gabon et au Sénégal. Selon l'ambassadeur Laurent Delahousse, les efforts de la France sont accompagnés du dialogue politique entre les deux pays. La reprise de notre dialogue politique, qui accompagne ces efforts de la France au service du Burundi, a commencé, mais elle n'a pas encore porté tous ses fruits, notamment en ce qui concerne l'accès aux plus hautes autorités burundaises. Je veux croire toutefois que ce dialogue pourra s'épanouir pleinement une fois passées les échéances électorales à venir. Il faut signaler que malgré la reprise de l'appui direct de la France au Burundi, le pouvoir de Pierre Nkurunziza est toujours sous sanction de l'Union européenne. Émile Nimassoumba, et que pensent les politiques burundais de ce geste? Certains pensent que la France vient de lancer un message clair au Burundi et à la communauté internationale.
Et pour d'autres, ce pays vient de démontrer qu'il n'est pas plutôt préoccupé par une solution négociée à la crise burundaise. Nous vous proposons de suivre la réaction de Jérémy Minani, président du RDB, qui, selon lui, quand les victimes des atrocités du régime burundais porteront plainte contre les autorités de ce pays, la France devra rendre aussi des comptes suivis. Cela est un message clair au Burundais que la solution à la crise burundaise, la fin de ce régime qui est en train de rouler notre pays dans une guerre civile, cela c'est l'affaire des Burundais, c'est pas l'affaire, c'est pas la France, ce ne sont pas les pays ou l'ensemble de la communauté internationale qui va intervenir pour le faire. Mais c'est vraiment regrettable, il faut le dire, que la France, si on se souvient du passé, ose encore une fois soutenir un régime qui est en train de commettre des crimes contre l'humanité, des crimes qui, s'ils étaient portés devant un tribunal indépendant, peuvent même être qualifiés de génocide. C'est vraiment une décision regrettable. C'est une décision qui, d'ailleurs, a été prise en connaissance de cause. La France sait que lorsque les responsabilités seront établies, où les victimes porteront les revendications non seulement contre les criminels qui gèrent l'État burundais, mais aussi ceux qui les financent et dont mène la France. Jérémy Minani, président du Rassemblement des démocrates burundais, RDB en sigle. Et avant de clore ce magazine, parlons santé, où la menace que présente l'épidémie d'Ebola est réelle dans la sous-région, alerte le secrétariat général de la communauté de l'Afrique de l'Est. Le chef du département santé au secrétariat de cette communauté demande aux pays membres d'intensifier leurs mesures de communication sur les risques de propagation de cette épidémie. C'est un reportage signé Janvier Ninina Hatzkoui. La province d'Olituri n'est qu'à 70 km de la frontière sud-soudanaise et encore plus proche de la frontière ougandaise. Cette province vient d'enregistrer un cas de mort d'Ebola. Sa proximité avec les pays de l'EAC augmente encore de risque que l'épidémie traverse la frontière pour la région. Le docteur Michael Katende, chef par intérim de la santé au secrétariat de la communauté est-africaine, s'inquiète. Il est particulièrement préoccupé par la propagation de la maladie à virus d'Ebola au Soudan du Sud, pays dont le système de santé est jugé encore fragile. Aussi est-il que la majeure partie de la frontière est poreuse, par conséquent difficile à contrôler. Le constat est, selon le secrétariat de l'EAC, les échanges commerciaux sont dynamiques entre la RDC et les pays de l'EAC et peuvent exacerber la maladie à virus d'Ebola en raison de la grande mobilité des personnes et des biens. Le secrétariat de l'EAC appelle ainsi les États membres à accroître la communication sur les risques et les crises en impliquant les dirigeants communautaires, les religieux et autres, ainsi que les médias dans la sensibilisation du public. En même temps, le secrétariat appelle les commerçants et les associations commerciales, ainsi que ceux qui voyagent de l'autre côté de la frontière de la RDC, à prendre des mesures supplémentaires. Dans la région, les 3 premiers cas d'Ebola ont été diagnostiqués en Ouganda au mois de juin. Merci à toi, Janvier Ninina Hatzkoui. C'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce mardi 23 juillet 2019. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Aimé Steve Niungeko qui ont assuré la mise en onde. Ingénieur Égide Mgemelo était à la prise d'image. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mozameza. Excellente soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comptant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.